Vous avez certainement déjà entendu dire que les pics de glycémie sont problématiques. En général, on vous explique que c'est parce qu'ils provoquent des hypoglycémies qui se manifestent sous forme de coups de mou après le repas. Certains vont même jusqu'à prétendre que les pics glycémiques sont mauvais pour la santé, notamment qu'ils épuiseraient le pancréas. Mais qu'en est-il réellement ? Existe-t-il une alimentation qui permet de gérer sans souci les pics de glycémie, qui rendrait le pic de glycémie banal et non problématique? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Un abonné plus que fidèle, puisqu'il poste sous chacune de mes vidéos, je lui fais d'ailleurs un petit coucou, il se reconnaîtra sans peine, eh bien celui-ci tient mordicus au fait que les pics glycémiques sont mauvais pour notre organisme. Il me donne souvent comme exemple Pauline de la chaîne Douce Frugalité qui mange parfois du riz basmati avec de la confiture. Ce qui est un plat bien sucré, on est d'accord, qui va faire monter rapidement la glycémie postprandiale. Au lieu de débattre avec mon abonné en commentaire pendant des heures, tant que je n'ai malheureusement pas à ma disposition, sinon ce serait évidemment avec un grand plaisir, j'ai donc décidé d'en faire une vidéo détaillée qui sera du coup également utile à d'autres personnes. La vidéo va se scinder en plusieurs parties. Je vais commencer par vous faire un petit topo sur la glycémie, un rapide résumé des mécanismes de la glycémie. Ensuite, nous parlerons des conséquences des pics glycémiques sur notre organisme et nous finirons par une explication du pourquoi les pics glycémiques ne sont pas problématiques, avec évidemment, comme d'habitude, des références scientifiques à l'appui. Petite précision avant de commencer, petite mais essentielle pour la bonne compréhension de la vidéo et de mes propos, je parle ici de pics glycémiques sur un organisme sain. Donc un organisme dépourvu de pathologie, comme par exemple le diabète. Je parle aussi d'un organisme qui se nourrit avec une alimentation physiologique, c'est-à-dire végétalienne et pauvre en matière grasse. Parce qu'on est bien d'accord que les pics glycémiques n'auront évidemment pas du tout le même effet, la même incidence sur un organisme encrassé par une alimentation riche en graisse, en produits animaux ou tout simplement sur un régime omnivore classique, conventionnel. Alors, on va commencer par expliquer rapidement les mécanismes de la glycémie pour que vous compreniez bien le concept. On parle aussi ici d'homéostasie glycémique. Je vous le résume rapidement parce que j'en parle déjà en détail dans beaucoup de mes vidéos. Le glucose est le carburant préféré de toutes les cellules de notre organisme. Il est aussi le carburant préféré de notre cerveau qui en consomme chaque jour environ 120 grammes. C'est énorme. Pour que nos cellules puissent utiliser le glucose qui circule dans notre sang, nous avons besoin d'une hormone appelée insuline. L'insuline va permettre d'ouvrir des canaux sur la membrane cellulaire, sur la peau de la cellule, la rendre perméable et laisser entrer le glucose à l'intérieur pour qu'il soit transformé en énergie par nos mitochondries qui sont l'organite cellulaire, la petite usine à énergie à l'intérieur de nos cellules qui transforme le glucose en molécules d'énergie. Ces molécules d'énergie sont appelées ATP pour adénosine triphosphate. C'est ça le rôle premier de l'insuline. Le rôle de l'insuline sur un corps sain qui se nourrit de façon physiologique, ce n'est pas de stocker le sucre sous forme de gras, comme on l'entend souvent. Son rôle, c'est de permettre à la cellule d'être alimentée, d'être nourrie en glucose. L'insuline permet au glucose sanguin d'être distribué aux cellules de l'organisme, en particulier les cellules musculaires et les cellules du cerveau, pour qu'il soit converti en énergie utile aux fonctions cellulaires. L'insuline est donc une hormone qui régule la glycémie. Elle est sécrétée par le pancréas en réponse à une augmentation du taux de glucose dans le sang. Parce que le corps doit conserver un état d'équilibre, qu'on appelle homéostasie glucidique. Nous ne devons pas avoir plus d'environ 1 g de glucose par litre de sang. Et donc, lorsque la quantité de glucose circulant est supérieure aux besoins cellulaires de l'organisme, l'insuline va diriger l'excès de glucose vers le foie et les muscles, où il sera stocké sous forme de glycogène. Le glycogène étant une réserve de glucose, une réserve d'énergie utilisable
déstockables rapidement en comparaison aux réserves d'énergie sous forme de graisse qui sont difficiles à déstocker puisque ce sont des réserves qui sont prévues pour des cas de famine. On le voit bien lorsqu'on essaye de se débarrasser de son gras corporel, du petit gras du ventre, etc. C'est compliqué, ça prend du temps. Et donc à l'inverse, en cas de glycémie trop basse, d'hypoglycémie, de manque de glucose pour nos cellules affamées, le pancréas va synthétiser du glucagon, une hormone antagoniste à l'insuline qui a un effet contraire à l'insuline et donc qui aura une action locale sur le foie pour dégrader le glycogène en glucose. Glucose qui sera alors sécrété dans le sang pour restaurer une glycémie capable de répondre aux besoins énergétiques de l'organisme. Mais alors, que reproche-t-on finalement à ces pics glycémiques? Parce que vous aurez bien compris, avec toutes mes explications, que les pics glycémiques sont naturels et l'insuline est bel et bien prévue pour les gérer. En résumé, on mange ce qu'on appelle du sucre, mais la dénomination correcte c'est glucides, ce sont les fruits, les féculents, les céréales, etc. Notre glycémie va monter, notre pancréas va sécréter de l'insuline afin d'aider les cellules à utiliser, à processer ce sucre en énergie et l'état d'équilibre est retrouvé. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce qu'on prétend de manière générale et ce que j'ai aussi appris lors de mon cursus, ce qui est donc enseigné, et c'est bien dommage, c'est que les pics de glycémie provoqueraient de la somnolence, ce qu'on appelle la somnolence postprandiale, donc le coup de fatigue qui survient soudainement après le repas et que nous avons tous et toutes testé un jour ou l'autre dans notre vie. Le fameux coup de barre au bureau juste après avoir déjeuné avec les collègues ou la furieuse envie de s'allonger sur le canapé après un repas de famille trop copieux. Et voilà, on va directement incriminer le sucre et de manière générale les glucides. Mais il n'y a pas vraiment de logique là derrière parce qu'il y a en réalité plusieurs raisons à la fatigue postprandiale, donc post-repas. D'abord et sans surprise, c'est la digestion qui consomme beaucoup d'énergie, en moyenne 10% de l'énergie journalière. On mastique, on déglutit, on sécrète des sucs digestifs, on des enzymes, le corps va ensuite devoir absorber les nutriments, puis les transformer, etc., etc. Et plus le repas sera riche et copieux, et plus longue sera la digestion, et plus nous aurons besoin d'énergie pour digérer. Je vous rappelle que pour digérer des fruits de manière isolée, votre corps aura besoin de 30 à 45 minutes. Pour digérer des glucides complexes, comme des féculents, toujours de manière isolée, à savoir sans gras ajoutés, le corps aura besoin d'1 heure et demie environ. Par contre, pour digérer des protéines, on passe à 4 heures de digestion. Et pour du gras, de la graisse, on est à 6 à 8 heures, voire plus. Regardez lorsque vous mangez une fondue. C'est extrêmement gras et vous mettrez des heures et des heures à la digérer. Les gens mangent une fondue avec des amis le soir et le lendemain matin, ils ont encore des reflux. Ils rotent encore la fondue. Et évidemment, ils ont très mal dormi, ce qui est normal. Alors oui, après avoir mangé, le taux de glucose dans le sang peut augmenter, en particulier si le repas est riche en graisse. En réalité, plus il sera riche en graisse, et plus le glucose restera longtemps dans le sang, dû au gras. En fait, les cellules n'arrivent plus à capter le glucose et le pancréas va envoyer 1 tonne d'insuline pour ouvrir les canaux et permettre à la cellule d'être nourrie de son carburant préféré, le glucose. Mais peine perdue, face à tout ce gras, impossible et donc pic de glycémie vu que le glucose reste dans le sang. La solution, c'est de prendre des repas qu'on appelle communément légers et éviter les repas trop copieux ou trop riches en graisses saturées. Ces repas vont ralentir la digestion et font baisser notre niveau d'énergie. Privilégiez plutôt les aliments riches en glucides, fruits et légumes, ainsi que les sucres lents qui permettent une hausse de la sérotonine, comme le font les légumineuses et les féculents, mais aussi les patates douces, le quinoa, etc. Vous pourrez ainsi éviter le coup de barre après le repas. La deuxième chose que l'on entend lorsqu'on parle de pic glycémique, c'est le fait qu'à force, on va épuiser notre pancréas. Et si on épuise notre pancréas, on arrive à la longue à un diabète de type 2. Mais ce qu'on constate en réalité, donc dans la pratique, c'est qu'au contraire,
les aliments riches en sucre. Et attention, hein, je ne parle pas des aliments gras avec un goût sucré, comme les pâtisseries, le chocolat, la pâte à tartiner et autres. Mais bien des aliments riches en glucides, sans graisse ajoutée, comme les fruits frais bien mûrs ou les féculents. Eh bien, en réalité, manger du sucre va éduquer notre pancréas à fonctionner. Comme un sportif de haut niveau, il sera capable de gérer la glycémie rapidement et avec performance. On sait désormais que ce qui provoque le diabète de type 2, ce n'est en aucun cas le sucre, mais bel et bien une nourriture trop riche, donc trop grasse. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur le sujet et vous trouverez aussi dans les témoignages que je publie régulièrement sur ma chaîne, les résultats d'analyse de sang des personnes qui sont sur une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse. Vous verrez que pour les marqueurs comme l'hémoglobine glyquée ou le test de glycémie à jeun, les résultats sont parfaits chez des personnes qui consomment beaucoup de glucides et peu de graisse. Plus on va consommer du gras et plus la glycémie va être mauvaise. L'aliment gras va agir en quelque sorte comme un booster. D'ailleurs, pour soigner le diabète de type 2, on conseille de réduire le gras. Si le mécanisme de cette inhibition a longtemps été débattu, on considère actuellement que ce sont bien les lipides intracellulaires qui sont directement responsables de la réduction du transport du glucose. J'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus technique sur le diabète pour démontrer cette affirmation qui ne vient pas de moi évidemment, hein, mais qui vient de la science. Après, on peut bien entendu tromper notre organisme en le manipulant. On ne lui donne plus de glucides que du gras. Et là, forcément, la glycémie sera correcte, hein, puisqu'il n'y aura plus de sucre à gérer. C'est assez logique. Mais en faisant ça, vous allez déshabituer votre pancréas à travailler, à fabriquer de l'insuline et à la longue, il n'en produira plus correctement. C'est comme un lave-vaisselle ou un lave-linge que vous n'utilisez plus pendant longtemps, par peur par exemple de le casser, hein, pour l'économiser. Eh bien, le jour où vous allez le remettre en route, les joints auront séché et vous vous retrouverez avec une inondation. Vous pourrez changer les joints. Revenons à nos moutons. L'explication à tout ça, c'est que notre organisme est très flemmard. Si vous n'utilisez pas vos muscles, vous les perdrez. Ils vont fondre. Le besoin crée la fonction. Si votre pancréas n'a plus de glucose à gérer, il serait bien bête de continuer à en produire. De continuer à produire de l'insuline. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des personnes qui arrêtent le régime cétogène et qui ne sont plus capables de gérer le glucose, qui est pourtant notre carburant préféré, celui que notre organisme préfère utiliser, celui qui a été prévu pour que notre organisme crée de l'énergie, une énergie propre. Alors les gens pensent que le sucre, c'est mal, parce qu'ils n'arrivent plus à gérer le sucre et ils retournent vers des alimentations délétères, comme par exemple le régime cétogène, qui à la longue va complètement perturber l'organisme sur beaucoup de phénomènes physiologiques. Donc non, les pics de glycémie ne vont pas perturber le pancréas, mais au contraire le rendre bien plus performant. Mais alors, est-ce qu'avoir trop d'insuline dans le sang, c'est mauvais? Oui, ça pourrait l'être. Si cette insuline n'était pas utilisée, comme dans le cadre justement d'une alimentation trop riche en graisse, qui va demander au pancréas de fournir beaucoup d'insuline, qui ne servira à rien, puisqu'elle sera incapable de faire pénétrer le glucose dans les cellules, dû à la présence d'une trop grande quantité de lipides, et donc cette insuline restera dans le sang, tout comme le glucose qui n'aura pas pu entrer dans la cellule. Et là, oui, ça pourrait à la longue être problématique, mais sur une alimentation qui permet à l'insuline d'accomplir sa tâche, sur un organisme propre, ben non, c'est pas un problème. En réalité, les pics glycémiques sont dangereux, oui, mais seulement pour les organismes qui ne savent pas les traiter. Par exemple, pour les gens qui souffrent de diabète. Et il faut savoir que la science n'étaye pas cette notion des dangers du pic d'insuline postprandial. La poussée d'insuline après le repas n'est pas toujours méchante, comme on le dit souvent. C'est ce que conclut la recherche d'une équipe d'endocrinologues qui réfute l'idée selon laquelle une poussée d'insuline suite à la prise alimentaire est systématiquement un signe clinique négatif. Cette recherche apporte des données essentielles sur la relation entre les niveaux d'insuline et la santé cardiaque et métabolique sur le long terme.
Je vous la mettrai en description. Je vais vous l'expliquer en résumé, mais il y a beaucoup de termes techniques, donc si vous ne comprenez pas tout ce que je vais dire, ne vous en faites pas, je ferai une conclusion qui résumera ensuite un peu le concept. Les chercheurs dans cette étude expliquent que la variabilité des niveaux d'insuline pourrait même être un indicateur d'une bonne santé. La nouvelle recherche qui explore l'impact des niveaux d'insuline après les repas sur la santé cardio-métabolique apporte une signification plus claire de ces pics d'insuline postprandial. Et donc, la recherche actuelle ne soutient pas le modèle qu'on appelle obésité glucide-insuline, mais il révèle qu'une forte réponse de sécrétion d'insuline après une provocation, donc après un fort apport en glucose, eh bien, une fois ajustée par rapport à la glycémie de base, celle-ci n'est associée qu'à des effets métaboliques bénéfiques. Cette réponse robuste à la sécrétion d'insuline après une provocation n'indique donc pas une santé cardio-métabolique défavorable, mais prédit plutôt une fonction métabolique favorable dans les années qui viennent. Et à long terme, des niveaux de réponse insulinique corrigés plus élevés apparaissent donc associés à une meilleure fonction des cellules bêta et à une glycémie plus faible, sans corrélation avec l'IMC, le tour de taille, les lipides, l'inflammation, la sensibilité ou la résistance à l'insuline. Plus important encore, les femmes qui présentaient dans cette étude le CIR pour Corrected Insulin Response, la réponse corrigée à l'insuline, bref, les femmes qui ont la réponse la plus élevée sont aussi celles qui présentaient le risque le plus réduit de prédiabète ou de diabète de type 2. Et c'est effectivement ce que l'on remarque lorsque des personnes qui ont une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse font des analyses sanguines. Je le vois moi-même chez mes patients, ces personnes ont une réponse plus qu'adaptée au pic de glycémie. Et sur l'hémoglobine glyquée, qui est le reflet de la glycémie sur environ 3 mois, c'est pareil. Mais alors maintenant qu'on sait tout ça, est-ce que les pics de glycémie sont dangereux? Non. Ce qui est dangereux par contre, c'est l'hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de glucose sanguin trop élevé. Mais grâce à l'insuline, ça n'arrive pas sur un organisme sain, qui mange très peu gras. L'hyperglycémie chronique, même peu élevée, oui, elle peut entraîner à long terme des complications du diabète, comme l'AVC, la cécité, l'insuffisance rénale, une amputation. Une hyperglycémie ponctuelle n'a pas de conséquences graves à court terme. Les pics de glycémie sont des phénomènes naturels et vouloir à tout prix les éviter, lorsqu'on est en bonne santé, relève d'une peur irrationnelle. Et évidemment, certains ont flairé le filon. Et ils vont vous vendre des méthodes, des bouquins, des pilules miracles pour éviter ces pics glycémiques. Ce n'est que du marketing. Et ça fait le beurre, évidemment, de ces personnes. Des personnes peu scrupuleuses. Ne vous laissez pas avoir. Faites vos propres recherches et posez-vous toujours la question des bénéfices que peuvent tirer ces gens qui veulent vous vendre un concept. Souvent, il y a un business derrière. On veut vous vendre le régime cétogène parce qu'on a, pourquoi pas, une boutique de compléments alimentaires. Donc, lorsque vous commencerez à ressentir les effets secondaires dus aux carences que provoque ce régime ou au déséquilibre physiologique qu'il provoque, on va vous proposer de prendre des compléments de tout et de rien, de magnésium, de sodium, de ceci, de cela. Et la facture va très vite grimper. Choisissez plutôt une alimentation saine, peu coûteuse et qui vous évitera de devoir vous complémenter du matin au soir. Via Felicia à tous!